Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Salut à tous les passionnés de la balle jaune, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on ne fait pas dans la demi-mesure. Au programme, débrief complet des demi-finales allées du championnat élite masculin. Marseille a littéralement éteint Nice, mais est-ce déjà plié pour le retour ? De l'autre côté, Aix-en-Provence s'impose d'un petit but face à Strasbourg dans un match totalement fou qui a fait trembler la piscine Yves-Blanc. Et ce n'est pas tout. Polémique sur les formules de play-off qui changent sans arrêt, transferts et surtout l'immense choc qui attend le cercle des nageurs de Marseille en finale retour d'Eurocup à Split. Les Marseillais vont-ils décrocher leur deuxième étoile européenne ? On analyse tout, on donne nos pronostics et on ne retient rien. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! On attaque notre 90e épisode et on est toujours là, fidèle au poste, pour débriefer des demi-finales allées. On avait un Nice-Marseille d'un côté et un Aix-en-Provence-Strasbourg de l'autre. Et on aura quelques autres infos à vous communiquer à la suite et notamment aussi la finale retour qui se prépare pour le Cercle des nageurs de Marseille. Pour commencer, Nice qui accueillait Marseille et victoire très nette de Marseille 20-10 dans une équipe de Marseille en préparation justement pour cette finale avec une rotation d'équipe, des joueurs qui se reposent pour aborder cette finale retour dans les meilleures conditions. Il n'y a pas vraiment eu de match puisque à la fin de la troisième période, il y avait 14-3 et une dernière période qui s'est emballée 7-6 remportée par Nice à la faveur notamment d'un changement de gardien. Oui Christophe, première affiche des demi-finales avec ce qu'on a appelé un long moment le Classico qui avait généré des rencontres hautes en couleur dans la piscine Jean-Bouin. Tu l'as dit, Marseille avait décidé de faire tourner un petit peu. Donc, on sait que évidemment sur les 7 étrangers, il y en a 2 qui restent toujours à la maison dans ces cas-là. Donc, cette fois-ci, c'était Sanovic, le gardien, et Spajic, la pointe, qui n'ont pas participé. Et également Michael Bodegas, qui a évidemment, on en avait parlé, avec la côte cassée, plus la blessure quand même qu'il a eue en fin de saison, en fin d'année dernière. Donc mis au repos pour le préserver pour le match le plus important pour Marseille, c'est évidemment celui de la semaine prochaine. Sans faire injure aux Niçois, on savait que la victoire allait être au bout. J'ai eu un peu peur quand même parce que 13-3 fin de deuxième, c'est quand même un écart extrêmement conséquent, -10. Les mathématiques sont simples, c'était sur une base de -20 au coup de sifflet final. Comme tu l'as dit, il y a eu une rotation aussi. Et puis Nice a enrayé déjà un petit peu la machine offensive en perdant la troisième période que 1-0. Et puis ce baroud d'honneur pour faire bonne figure à la fin, ce 7-6 dans les dernières périodes qui atténue un petit peu l'ampleur du score. Oui, match, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de match. Voilà, ça a déroulé. Nice a marqué l'essentiel de ses buts. On va dire, on compte pas la dernière période, mais rien que sur la première. Ils ont égalisé à 2-2. C'est le seul moment où ils ont tenu le match. Et puis après, ça a été festival offensif des Marseillais sans répondant niçois. Pas de grande surprise dans ce match, à part la composition de l'effectif. C'était le retour de Arshak Hovhannissian dans le but marseillais. Pas de choses supplémentaires véritablement à dire sur ce match. Voilà. Et je pense que déjà toutes les têtes effectivement marseillaises se projettent déjà à Split. Disons que pour avoir vu Nice cette année jouer et pour avoir vu Marseille contre Ranicky et Marseille contre Split sur la finale aller, tu vois quand même que quand ça se met à emballer un peu, il y a une qualité de transmission de balles, il y a une qualité de vivacité et de mobilité en défense qui t'empêche quand même soit de donner à la pointe, soit de shooter à la périphérie. C'est une équipe Marseille qui est quand même très compliquée à jouer, trop compliquée pour Nice, mais trop compliquée aussi pour beaucoup d'équipes dans notre championnat. L'écart final
reflète l'écart qu'il y a entre les deux équipes. Bon, là, comme je l'ai dit, hein, ça amoindrit quand même la note cette dernière période. Mais Marseille au pic de sa forme, parce que là, on arrive sur la fin de la saison, donc au pic de sa forme, est injouable pour la majeure partie des équipes françaises. Il faut pas se mentir là-dessus. Oui, complètement. Et du coup, un match retour, puisque c'est à la différence de but que les matchs se jouent, hein, juste en aller-retour. Donc Marseille, qui a déjà un pied en finale, sans grande surprise. Ouais, du côté des buteurs, hein, Hugo Crouzia 3, Adam Nagy 3, Thomas Vernou qui a mis ses 6 buts, Drazovic 1, Boué 3, Romain Marion Vernou 2, Kalogeropoulos 1 et Bilal Gadamassi 1. Et puis de l'autre côté, l'équipe s'est appuyée toujours un petit peu sur Samuel Balache, hein, qui en met 4, son compatriote Tissaï en met 2, Romain Barazna, un petit jeune qui en met 1, Skander Boadi qui met toujours son petit but, et puis Manatea Mathieu qui marque 2 buts. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre là. Demi-finale, tu l'as dit, je vais pas, les 2 pieds sont en finale. Par contre, tu fais bien de préciser parce que pour moi, c'est pas des playoffs, hein. C'est pas une formule de playoff. Le playoff, toi qui es un grand amateur de basket et qui suis les playoffs NBA actuellement, les playoffs, à la différence d'un système de coupe, le goal average n'intervient pas. C'est seule la victoire qui compte. Donc, si tu appelles ça des playoffs, on le verra dans l'autre demi-finale qui est beaucoup plus, qui porte beaucoup plus à conséquence. Mais le goal average ne compte pas dans les playoffs. La coupe, c'est ce que joue Marseille sur la Coupe d'Europe. Là, le goal average compte. Mais les playoffs, tu marques un point chaque fois que tu gagnes. Et donc, normalement, les playoffs, chaque victoire compte. Et puis, à un moment donné, il y a une belle. Donc, je pense qu'il faudrait fonctionner comme ça. Si Marseille gagne 2-0 contre Nice, il gagne 2-0. Mais on parlera du match d'après. Mais c'est pas une vraie formule de playoff. C'est pas ça, les playoffs. C'est ce qu'on aura en finale, puisque la finale et il y a une petite finale aussi qui se joueront en 3 matchs, au meilleur des 3 matchs, donc qui se joueront fin juin. On redonnera les dates, mais bon, d'ici là, on aura d'autres épisodes. Mais ouais, toujours un championnat un peu particulier. Et ça fait pas sérieux. Je suis désolé, mais ça fait pas sérieux. C'est-à-dire que tu joues une demi-finale avec une formule. Un format, pardon. Donc, tu joues une demi-finale avec un format particulier de coupe, et tu joues finalement ta finale sur un vrai format de play-off, une finale. Et qui était déjà différent de l'année dernière, puisque ça s'était joué en 3 matchs l'année dernière, puisque on se souvient de cette demi aussi ex-Strasbourg, qui avait suscité polémique, puisque Aix avait fini 2e, et donc les 2 matchs s'étaient déroulés à Aix-en-Provence, et Aix avait su s'imposer. Et puis, je sais que normalement, là, le règlement sera voté au courant du mois de juin. L'année prochaine, on aura encore une nouvelle formule. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter de penser que d'avoir des idées nouvelles, c'est une bonne idée. C'est qu'il faut tous les pays du polo, tous les pays sérieux du water-polo, je dis bien sérieux, ne fonctionnent pas comme ça. Il n'y a pas de changement sans arrêt. Le seul changement qu'il peut y avoir, et ça arrive, est-ce que tu joues en 2 victoires ou en 3 victoires? Mais à partir du moment où tu décides de faire un play-off, le play-off, tu dois avoir une belle. Et puis parce que ça évite les accidents. Si tu as un accident et que tu as une équipe qui prend -6, et c'est pas très grave. C'est une victoire. Tu peux te refaire la cerise. Donc oui, écoute, une nouvelle formule l'année prochaine d'un comité directeur certainement de la fédération qui avait des sous à dépenser pour aller à Ajaccio avec toute une palanquée de gens, mais qui n'ont pas beaucoup de sous pour envoyer les filles faire la World Cup. Donc écoute, ils vont nous trouver une nouvelle idée. Puis voilà, ça fait pas sérieux du tout en tout cas. Ouais, on va pas commenter dans cet épisode, on y reviendra. On aura du grain à moudre, je pense, et des choses à commenter quand tout sera validé. On passe au deuxième match donc des demi-finales, et là c'était pas du tout le même scénario qu'à Nice, puisque Aix-en-Provence réussit à s'imposer dans les dernières secondes 18-17 contre Strasbourg. Première victoire de l'année d'Aix-en-Provence contre on va dire pas les frères ennemis, mais en tout cas 2 équipes qui ont l'habitude de se rencontrer, et dans des matchs assez compliqués, assez compliqués dans le sens de pronostic
pronostiquer qui pourra l'emporter et aussi des beaux matchs à avoir parce que c'était un match indécis. Les équipes sont restées collées l'une à l'autre. Aix-en-Provence a réussi à prendre l'avantage par 2 fois 2 buts. Ça n'a pas suffi. Strasbourg a réussi à revenir à chaque fois et égaliser 17 partout dans les toutes dernières secondes. Je crois qu'il reste un peu plus de 30 secondes. Et enfin, Mathias Bachelier crucifie Hugo Fontani pour donner la victoire aux Aixois et Strasbourg qui était privé de Martin Gardasevic dans ce match. Et un match assez prolifique en but. Ça avait démarré sur les chapeaux de roue. 6 partout à la fin de la première période. Des gardiens pas trop dans le match, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais qui ont su se mettre en valeur lors des nombreux pénaltys qu'il y a eu dans ce match, parce qu'il y a eu plusieurs arrêts des deux côtés. Ouais, tu vois, à la différence du match qu'on a commenté juste avant, le 20-10, il est, j'allais dire, anecdotique, alors que là, tu vois, je vais revenir sur ma marotte, mais si tu es vraiment dans une formule play-off, le 18-17 est un très bon résultat pour Aix. Alors que là, finalement, et à contrario, un très mauvais résultat pour Strasbourg. Alors que là, finalement, Strasbourg, même en ayant perdu là, ils se disent qu'ils peuvent faire le job à la maison, gagner de 2 buts, et l'affaire sera pliée. Alors que là, si tu es vraiment dans une formule play-off, quand tu perds d'1 but comme ça à l'aller, d'où l'importance du but de Mathias Bachelier, tu es condamné déjà à gagner le samedi soir chez toi et à remettre le couvert le lendemain. Et tu es obligé de gagner 2 matchs de suite chez toi, ce qui n'est pas facile. Mais bon, là, donc, ça ne sera pas le cas. Donc, c'est un bon résultat pour Aix, mais ça aurait été un résultat fantastique pour eux si on était dans la formule dont je viens de parler. Donc, comme tu l'as dit, les deux équipes, un mano à mano, un chassé-croisé, jamais une équipe a pris plus de 2 buts d'avance. Et écoute, ce qui devait arriver, j'allais dire, arriva. Aix, qui a été quand même devant la majeure partie du temps, arrive à boucler l'affaire. C'est une victoire, ça reste quand même quelque chose d'important. Et puis écoute, tout autre résultat qu'une défaite à Strasbourg, on verra les Aixois en finale. Oui, Aix, comme je le disais, qui fait sa première victoire justement contre les Strasbourgeois. Donc, petit avantage psychologique, on va dire, pour ce retour, puisque tout reste possible. Mais à la différence de but, tu l'as bien souligné, Strasbourg a toutes les cartes en main, tout se jouera à Strasbourg. D'ailleurs, le match retour se jouera le 9 juin et pas le 13 comme l'autre demi-finale. Et le match, j'allais dire presque les matchs, puisque en fait, 2 possibilités de suivre ce match-là, à la fois sur BFM Alsace ou Grand Est et BFM Marseille, qui seront diffuseurs de cette demi-finale retour entre les deux équipes. Après, un but, c'est le plus petit écart possible, évidemment, mais on a vu en Coupe d'Europe, notamment en Eurocup, que Split, par exemple, Split avait gagné sa demi-finale chez eux contre BVSC d'1 but et a réussi à conserver son résultat à Budapest. On avait vu aussi que, je crois que Split aussi, contre le Panathinaikos, avait fait 1 but et puis a réussi à faire match nul sur l'autre confrontation. Donc, et on en parlait encore avec Igor Kovacevic de cette victoire du Cercle à l'aller de l'Eurocup 2019, où ils avaient battu d'un petit but Jadran Ersegnovi. On pensait que ça allait pas être suffisant et ça avait été suffisant. Donc, ça reste une victoire. Ça prouve aussi à l'équipe qui est là qu'elle peut battre l'adversaire. Donc, il faudra. Strasbourg est dos au mur, donc c'est un petit peu compliqué pour eux, mais Aix devra conserver ce petit but-là. Et puis, tu peux pas jouer au polo 32 minutes pour conserver un résultat. C'est pas du foot, donc il faudra que Aix se déplace là-bas pour aller gagner. C'est la meilleure façon de préparer le match. Tu peux pas spéculer sur un match nul. Ouais, ça va être difficile. Le match devrait être serré parce que je pense que les deux équipes auront à cœur de tout donner justement pour allier la finale contre Marseille. Au niveau des buteurs, on a eu Adam Mehdi avec 2 buts, Adam Furman 3 buts, Steven Vitran 3 buts, Aubin Denux 1 but, Sasa Misic 3 buts, Pierre Chandieu 2 buts, Drasen Kujasic 1 but et Mathis Mas 2 buts. Oui, Christophe, on a eu l'info. On a eu plusieurs infos. Visiblement, c'est la dernière saison d'Aubin Denux qui raccroche le bonnet, si c'est bien confirmé.
Et puis on a eu le départ de Mathis Mas qui va partir à Mataró en Espagne. Mataró, club dans lequel a évolué pendant 5 saisons Romain Blary. Donc je souhaite à Mathis Mas la même trajectoire, ça sera difficile, mais la même trajectoire que Romain Blary. Et j'avais parlé de ce joueur qui pour moi devait, c'est un pur Marseillais, donc devait au bout d'un moment ambitionner de jouer régulièrement dans cette équipe de Marseille. Écoute, c'est pas le cas et Mataró a sauté un petit peu sur l'occasion. On a dans le même temps Denis Docarmo qui vraisemblablement rentre à 7, donc quitte l'Italie, rentre à 7. Donc Mathis Mas sera notre seul Français expatrié. On a aussi Charles Canon qui rentre de Belgique pour aller à Tourcoing. Donc Mathis Mas sera notre seul Français expatrié avec le fameux Romain Blary qui continue à empiler les saisons en Suisse. Donc c'est une bonne nouvelle pour Mathis Mas et c'est bien d'avoir un joueur dans un championnat relevé comme ça. Donc c'est plutôt intéressant. Oui, on essaiera de suivre son parcours aussi, comme on a essayé un peu de suivre le parcours de Docarmo sans succès. Voilà, mais peut-être qu'on aura plus facilement l'occasion de le contacter lorsqu'il sera revenu à 7 pour nous raconter son aventure du côté de l'Italie. Je vais donner les buteurs côté aixois. Donc on a eu Mathias Bachelier, 3 buts, Lucas Béteille, 3 buts, Daichi Ogara, 2 buts, Alexis Dray, 1 but, Johan Scorletti, 2 buts, Mehmet Yutmaz, 5 buts et Jacob Cavano avec 2 buts. Ouais, Mehmet Yutmaz, la pointe, on en avait parlé, la pointe turque massive, c'est un sacré morceau, un beau bébé qui fait une belle saison. C'est toujours difficile quand tu es étranger. Tu arrives dans un nouveau club qui tourne un peu, tu parles pas la langue. Il y a quand même une adaptation sur comment joue l'équipe. Lui, il joue en pointe, donc c'est entre guillemets un peu plus facile au niveau de l'adaptation parce qu'il joue pas qu'en pointe, mais il joue la majeure partie du temps en pointe. Donc pour l'adaptation, c'est un peu plus facile entre guillemets parce que la pointe, on te rend des ballons et il faut que tu te débrouilles avec ça. Mais qui fait une belle saison, je l'avais déjà souligné. Et puis après, c'est l'inoxydable Mathias Bachelier qui fait toujours aussi ses matchs et puis Lucas Béteille aussi qui est au scoring. Non, c'est une belle performance quand même de d'Aix. Alors c'est pas les frères ennemis, mais Strasbourg a souvent été la bête noire. Même quand Aix avait une équipe très très performante, Strasbourg a toujours grandement contrecarré les plans aixois et écoute, c'est bien que l'équipe d'Alexandre Collin arrive à vaincre un peu le signe indien en remportant cette victoire. Oui, et puis de deux côtés, j'ai vu, si je devais retenir un joueur côté strasbourgeois, il y a Sasa Micic qui a fait un gros chantier côté strasbourgeois, pointe massive aussi, qui devrait quitter Strasbourg à la fin de l'année. Et effectivement, un bon Mathias Bachelier, notamment, qui marque ce dernier but qui permet quand même de partir avec ce +1 qui, on verra s'il sera décisif ou pas. Mais en tout cas, qui a fait se lever la piscine, ou en tout cas ceux qui restaient encore assis, puisqu'à 1 minute de la fin, le public se lève à la piscine Yves Blanc, ceux qui étaient restés assis, tout le monde s'est levé pour célébrer ce dernier but de Mathias Bachelier. Et puis voilà, un match qui a tenu ses promesses, entre guillemets, aussi dans son déroulé, dans son scénario, qui permet de tenir les spectateurs et les téléspectateurs en haleine pendant tout le match. Pendant ce temps-là, il y avait aussi un match retour de barrage entre la N1 et la N2 qui opposait le Racing Club de France au club de Granville. Le match aller s'était déjà soldé par un écart important. Granville s'était imposé à domicile 19-10. Est-ce que les Racingmen allaient être en mesure de réagir ? Et malheureusement non, puisqu'ils s'inclinent de nouveau à domicile 17-12 et par conséquent, inversion des équipes. Granville rejoint la N1 et le Racing jouera la saison prochaine en National 2. Ouais, Christophe, Granville avait réalisé une perf quand même notable. On ne cesse de répéter l'écart qu'il y a entre les divisions. Alors certes, le Racing était pas flamboyant, mais ils avaient réussi sur certains matchs quand même à embêter du monde. Et puis là, ils ont pris une fessée à l'aller 19-10, donc c'est un petit coup de bambou quand même dont tu as du mal à te remettre. Et puis le coup de bambou a été confirmé au retour.
avec un 17-12. Donc, c'est pas du tout une montée usurpée de la part de Granville, puisque il y a quand même un plus 14 sur les deux matchs. Donc, écoute, Granville, petit poussé, petite ville qui va découvrir. Le club a jamais évolué à ce niveau-là. Donc, il va monter en N1. Et puis le Racing qui va faire le chemin inverse. N1 dont on ne sait toujours pas si le champion Monaco accédera à la division supérieure en élite. C'est toujours visiblement des tractations et il n'y a pas de confirmation encore. Si tel était le cas, est-ce que l'Ivry aura le droit de prendre la place? Je ne sais pas non plus. Donc il y a pas mal encore de choses à régler dans cette division-là. Il faudra en tout cas, selon moi, qu'un club monte parce que on a vu la difficulté quand même d'avoir un championnat à 9 équipes. Ça fait pas non plus très sérieux avec un exempt chaque journée. Pour faire un calendrier, c'est quand même compliqué. Donc écoute, on suit ça aussi de près. Et puis tu voulais nous parler un petit peu de Tourcoing qui a fini justement champion de cette N2 et qui monte en N1 avec des renforts significatifs pour essayer de bien figurer dans cette division-là et pour éventuellement avoir des ambitions aussi de haut de tableau. Oui, on connaît ce qui est arrivé à Tourcoing. On en a parlé plusieurs fois dans nos épisodes. Donc Tourcoing qui a fini donc la saison champion de N2, qui monte en N1 et qui se renforce, tu l'as dit déjà, avec Charles Canon, donc qui revient de Belgique pour revenir jouer dans son club et qu'il avait quitté justement à la fin de quand Tourcoing justement est redescendu en National 3, que tout s'est arrêté. Il sera accompagné de, j'allais dire, un certain vétéran, je vais l'appeler comme ça, même si maintenant on sait que c'est pas forcément un âge qui permet de... À l'époque, on arrêtait à cet âge-là, mais maintenant, pas forcément. Donc, Julien Donche, qui vient aussi du club de Moucron, et un joueur formé au club, Mehdi Sedoum, qui réintègre aussi l'équipe de Tourcoing. Donc, une équipe à suivre pour l'année prochaine. On verra ce qu'ils seront capables de faire dans cette division. Et donc, ils seront accompagnés de Granville, peut-être de Monaco, tu l'as évoqué. Bon, ça serait dommage que Monaco ne monte pas, mais si Monaco, effectivement, ne montait pas, ça serait la fin d'une belle aventure, puisque je pense qu'un certain nombre de joueurs de cette équipe-là, ils rejoindront d'autres écuries, que ce soit en élite ou en national. Disons que ça serait un coup d'arrêt parce que le club a été, le projet qui date d'il y a 10 ans à peu près, le club a été en constante progression. C'est pas évident quand même de partir de quasiment zéro et d'arriver à être champion de France de N1 en 10 ans. Il faut avoir une bonne génération et puis la garder, la faire progresser. Donc c'est un long processus. Et puis là, si tu veux, tu peux maintenir les gars éveillés parce que tu montes de division, j'allais dire, assez régulièrement. Donc la N3, la N2, la N1, l'année dernière, ils se sont un petit peu cassés les dents, mais c'était normal sur Bordeaux et Douai. Et puis là, écoute, ce que tout le monde attendait est arrivé. Le club est champion invaincu. Et donc, si effectivement le message que tu envoies, c'est que tu montes pas, quand tu es champion et que tu es obligé de te refaire une saison dans la même division que l'année d'avant, tu casses un peu quand même les ailes et les rêves un petit peu des joueurs. Donc voilà, c'est pas encore décidé. Donc ce sera quand même un sérieux coup d'arrêt. Et j'espère que ça n'arrivera pas et que Monaco fera ce qu'il faut pour intégrer la division la plus haute possible. Il faut toujours jouer au plus haut niveau possible qu'on te permet. Monaco a gagné dans le bassin le droit de jouer en élite et ça serait bien que ce droit-là soit validé et que on retrouve Monaco l'année prochaine en élite. Mais à suivre, le feuilleton n'est pas fini. Oui, d'après nos informations, on devrait être fixé sur une quinzaine de jours. Donc, on verra quel est le projet monégasque d'ici 15 jours. Où je voudrais compléter aussi, c'est sportivement, effectivement, l'équipe l'a mérité, mais il faut aussi que, quel que soit le club, ça c'est valable pour tous les sports, mais aussi il faut quand même une assise solide au niveau de sa structure pour pouvoir aussi pérenniser un projet à plus long terme et pas forcément faire des allers-retours ou que tout s'effondre au bout de 2 ou 3 saisons. Ouais, mais tu sais, je suis d'accord avec toi là-dessus, Christophe, mais si c'est la partie financière que tu évoques là, déjà tu regardes la partie déplacement, ça coûtera moins cher à Monaco en élite qu'en N1, parce que tu vas plus à Mulhouse, tu vas plus à Arnes, tu vas plus à Saint-Jean. Il y a beaucoup de déplacements en région parisienne. Là, les déplacements à Nice, Marseille,
Aix-7 Montpellier, c'est des déplacements où tu fais l'aller-retour dans la journée, t'as pas d'hôtel, t'as pas d'avion, donc en fait t'as quoi? T'as Taverny, Douai, Bordeaux et Strasbourg. Donc je pense pas que le problème soit là. Donc écoute, voilà, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, donc je vais pas me prononcer plus, mais ce serait quand même dommage d'arrêter un petit peu cette progression qui était un beau truc. Donc, on espère que Monaco arrivera à intégrer cette division. On suivra ça et on en parlera dans un prochain épisode lorsqu'on aura les confirmations. Et juste un petit mot avant de basculer sur la Coupe d'Europe et la finale retour de Marseille. En ce moment, on rentre dans les phases finales, je crois U14, U18, peut-être U16 aussi, notamment. Donc sur les dernières phases et on verra qui sera champion de ces catégories jeunes. On enchaîne avec la Coupe d'Europe, finale retour, la finale que tout le monde attend, un petit peu comme le PSG. On espère que Marseille aussi pourra mettre une deuxième étoile, même si ça reste entre guillemets vraiment que l'Eurocup, mais ça reste une compétition de très haut niveau, on a pu le voir jusqu'à présent. C'est pas comme au foot, où des fois les équipes 6, 7, 8 du championnat participent à ces Coupes d'Europe. Là, on avait quand même en demi-finale le nouveau champion de Serbie, puisque Radnički s'est défait de Belgrade et a assuré donc cette victoire. D'ailleurs, un de ses joueurs, aussi j'en profite, petite parenthèse, Lukic, qui avait été formé à Radnički, qui est un des meilleurs buteurs du club, retourne à Radnički pour la saison prochaine, qui est international serbe. Et un match que j'espère que toute la France aussi suivra, même si je suis un peu déçu de la visibilité médiatique justement qui n'est pas accordée quand même à Marseille. On sait que ça reste un petit sport, toujours pareil, le water-polo, mais c'est pas tous les jours qu'on a des clubs français en finale et qui peuvent remporter un titre européen, surtout que c'est que le deuxième. Donc petit carton rouge aux autres médias. Voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on n'en parle pas plus. J'espère qu'on aura une fenêtre si Marseille, ce qu'on espère bien évidemment, que Marseille remporte cette Eurocup et que ça donnera un peu plus de visibilité, au moins ponctuellement, à notre sport favori. Et puis Marseille, qui s'est mis dans les meilleures dispositions puisqu'ils ont fait un stage à Recco la semaine dernière avant d'aller affronter Nice. De ce que j'ai pu voir sur les quelques images sur les réseaux sociaux, ça a l'air de s'être plutôt bien passé. L'équipe avait l'air bien détendue. Donc voilà, rendez-vous donc samedi pour suivre ce match, cette finale, et que on espère Marseille conservera son +3, que Marseille aura cette deuxième étoile de victoire en Eurocup. Ouais, Christophe, écoute, les Marseillais, écoute, c'est des grands garçons, ils savent ce qu'il leur reste à faire, ils savent ce qu'ils ont fait à l'aller, ce qu'ils ont bien fait, ce qu'ils ont moins bien fait. Ils savent aussi que, ils se sont, malgré tout, j'en avais déjà parlé de ça, mais ils se sont déjà créé un petit écart. Donc ils partent pas à vide quand même comme ça à Split, ils ont un +3. Il faudra bien le gérer. On avait donc discuté avec Fred Odon qui nous disait qu'il voulait gagner les 2 matchs. Je pense que c'est la bonne approche parce que il faut surtout pas aller à Split pour gérer. Parce que le water-polo, c'est pas du football. Encore une fois, c'est pas un truc où tu peux gérer. Donc, je suis entièrement d'accord avec lui. Il faut aller là-bas pour gagner. Comme ça, tu oublies un petit peu l'avantage que tu as et puis préserver tu peux préserver un +7 ou un +8, préserver un +3, c'est dangereux. Donc, Marseille sait ce qu'il a à faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, a mis des joueurs importants. Donc, le gardien, Mike, Spajic au repos. Et puis, il faudra alors c'est toujours facile à dire, mais il faudra emballer le match et puis surtout réussir l'entame du match parce que je pense quand même que les Croates, si tu leur mets un petit +2, +3 d'entrée, tu te retrouves déjà à -6 et là ça va être nettement plus compliqué parce que ce qu'ils ont réussi à faire au match aller, ce sera compliqué à faire au match retour. C'est difficile de faire 2 fois ce genre de choses. Fatovic sera pas là, je le répète, c'est un point important, le capitaine de l'équipe nationale et puis c'est un vrai joueur de classe mondiale. Ils n'ont pas beaucoup de joueurs de ce niveau-là. Ils en ont, mais pas beaucoup.
Donc c'est un préjudice quand même pour eux qui est important. Et puis voilà, pas perdre la tête, rester serein, rester constant surtout, parce que j'avais dit aussi que contre Radnicki, ce qui avait fait la force du club, de l'équipe, c'est d'avoir été constant pendant 32 minutes. Et Radnicki, ça n'avait pas été le cas de Radnicki. Donc ils avaient été stables émotionnellement, défensivement, offensivement. Donc c'est une des clés quand même. Il faudra pas qu'il y ait de trou d'air parce qu'on a vu que dès qu'il y a un trou d'air, avec ce nouveau format-là, bah, tu peux te retrouver à prendre un 3-0 bah, en une, 2, 3, 4 minutes à manger le capital que tu avais mis de côté à l'aller. Donc il faudra que Marseille s'évite ça et puis prendre les choses en main et montrer que ben voilà qui sont le patron, qui sont les patrons de cette rencontre-là. Avoir le public avec toi, c'est bien quand tu mènes parce que ça peut te galvaniser, mais éteindre une piscine parce que tu mènes 3-0 aussi, ben jouer devant des spectateurs mais qui sont silencieux parce qu'en face c'est plus fort, ça peut aussi avoir l'effet inverse. Donc Marseille devra gérer aussi peut-être un petit peu plus ses fautes graves. Et puis bah, il va falloir que les joueurs, les grands joueurs, c'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Donc il faut que les grands joueurs soient au rendez-vous comme ils l'ont été au match aller. Hein. Hugo a fait son match, Thomas a fait son match. Les autres aussi, je veux pas sortir trop de monde, mais voilà, il faudra, pour moi, la clé reste toujours Tesanovic. Tesanovic de Radnicki t'a propulsé en finale. Il faudra un Tesanovic de ce niveau-là parce que on connaît le rôle prépondérant d'un gardien dans ces matchs un petit peu serrés. J'ai pas trouvé Biac très bon à l'aller non plus. Écoute, il faudra pas qu'il se réveille et s'il doit se réveiller, Biac, il faudra qu'un Tesanovic soit au même niveau. Donc j'ai confiance. J'ai pas aimé c'est un peu ce gâchis de fin de match où tu finis qu'à +3 alors qu'en fait tu pouvais être largement devant. Mais écoute, voilà, c'est un +3 et espérons, gageons que Marseille sache le faire fructifier ou en tout cas le préserve et ramène, comme tu l'as dit, la coupe et la deuxième étoile sur le peignoir. Oui, je pense que Yadran voudra mettre de la folie, donc c'est bien confirmé que ça sera à la piscine extérieure. Ils ont disputé leur dernier match là-bas et donc pour amener aussi du public. Yadran, on va dire, qui est aussi en forme puisqu'ils se sont imposés contre Primoré 21-16 à l'extérieur et donc ils joueront la finale contre Mladost. Donc voilà, ils sont plutôt en confiance aussi à ce niveau-là. Ils ont dû jouer leur match de championnat avec Fatovic, mais je mettrai pas quand même. Ça reste un nom, ça reste un joueur important, mais souvent les équipes blessées comme ça ont des regains justement de solidarité, d'envie pour compenser justement l'absence des joueurs importants de leur équipe. Notamment, par exemple, je pense ce qui me vient un peu en tête tout de suite aussi, c'est quand le Portugal avait la sortie de Ronaldo sur blessure et en fait, ils ont été galvanisés aussi pour remporter la Coupe d'Europe. Mais Christophe, le foot, c'est pas pareil parce que le foot, c'est le seul sport. D'abord, il y a tu peux avoir un seul but dans le match. Le water-polo, t'as pas ça. Donc en fait, le foot, c'est le seul sport où tu peux être dominé pendant tout le match. Quand tu es dominé tout le match au polo, tu perds. Au basket, tu perds. Au handball, tu perds. Le foot, au rugby, tu perds. Le foot, c'est le seul sport où tu peux, sur un espèce d'éclair de génie ou un coup de chance ou tout ce que tu veux, marquer un petit but et préserver ton avantage. Le water-polo, c'est pas possible. Donc je préfère quand même que Fatovic soit absent plutôt que présent. Alors certes, les autres vont devoir compenser un peu et faire un peu plus. Mais enfin bon, ils n'ont pas non plus 15 joueurs de classe mondiale comme Fatovic l'est. Donc c'est quand même plutôt un avantage, il faut pas se mentir. Donc voilà, il faut aborder la rencontre sereinement. Le fait de jouer à l'extérieur, enfin au bassin découvert, c'est pas anodin non plus. Donc je pense aussi que c'est peut-être pour ça que Marseille est allé à Recco. Il y a une adaptation au bassin découvert, tout le monde le sait. Donc Marseille est allé à Recco pour préparer, je pense, au mieux ça. Donc les trajectoires de balles, s'il y a du vent, et puis le souffle, parce qu'il faut toujours un petit peu. C'est plus compliqué de s'adapter au découvert que de revenir du découvert au couvert. Ils ont des tonnes et des tonnes d'expérience, des joueurs qui ont été, Fred nous le disait, tu as un champion olympique, tu as un champion du monde, tu as un champion d'Europe, tu as des Français autour qui sont très forts. Donc je vois pas pourquoi Marseille devrait nourrir une quelconque inquiétude. Respecter l'autre, c'est pas être inquiet. Et je pense ça que Marseille fasse l'erreur quand même
sous-estimer cette équipe-là. Il y a une Coupe d'Europe à aller chercher. Ce serait une immense déception si Marseille... Là, on reparlerait évidemment du match aller, mais je veux pas réveiller de fantômes ou quoi. Je pense que Marseille fera le boulot et bien le boulot là-bas. Chaque chose, on s'entend. Ça sera nos commentaires, ils seront dans l'épisode suivant, après ce match qu'on espère un peu de folie et que, toujours, voilà, on insiste là-dessus, mais que ça sera en faveur de Marseille. Moi, je vois bien quand même, même si je le souhaite pas, enfin, Marseille est capable, mais je vois bien quand même une révolte un peu des Croates et une victoire d'un but des Croates chez eux, mais du coup, qui ferait un +2 au final et une victoire finale, justement, de Marseille. Écoute, moi, je pronostique une victoire de Marseille qui va éteindre toute velléité croate et je vois une victoire avec le même écart qu'au match aller, 3 buts. Rendez-vous donc mardi prochain, enfin déjà dès samedi pour regarder le match et mardi prochain pour en parler. Voilà, on est à la fin de cet épisode, donc le programme à venir, tout le monde derrière Marseille samedi 6 pour les encourager, les soutenir et une victoire finale. Et la semaine prochaine, nous aurons les demi-finales retour du championnat de France avant d'attaquer les finales et petites finales qui auront lieu à la fin du mois de juin. La petite finale et la finale qui se joueront le 20, 27 et 28 juin si besoin. Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Merci, ciao. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.